Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons quelques news cette semaine-ci, notamment la sortie des nouveaux processeurs AMD, enfin nouveaux. Donc nous avons le 5600, le 5500 notamment. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi le 5700X. On a aussi quelques nouveautés par rapport... des gens qui s'y connaissent en électricité ont répondu par rapport au connecteur 12 pins, donc ça c'est cool, on va voir ça juste après. Et puis on a d'autres news. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Alors déjà rapidement, petite news de la chaîne. Vous avez dû voir la vidéo de résumé du live montage. J'espère que vous a bien plu. Ça change un petit peu justement d'habitude. Je pense que c'est pas trop mal. Comme ça, pour ceux qui veulent voir comment se passe un montage, je peux juste regarder cette vidéo de 20 minutes plutôt que de regarder plusieurs heures de live. Et en plus, ça permet d'apprendre aussi un petit peu, voir aussi les déboires. Je peux garantir, même Linus Tech Tips, vous pouvez regarder quand il monte un PC, il y a toujours un moment où il y a un petit fail. Parce que chaque PC est différent. Il y a toujours un truc où ben, par exemple, là, sur la carte mère d'Asus, les slots de RAM étaient techniquement dans l'autre sens. Donc, je suis habitué à... L'étiquette des specs pour la RAM est toujours de ce côté-là. Et là, c'était de l'autre sens. J'étais en mode, what? Donc, oui, j'ai regardé sur ma table de bench en Z690. C'est encore dans l'autre sens. Donc, c'est pas un truc Intel. Donc, assez particulier. Bref, dans tous les cas, vous avez ça sur la chaîne. Vous pouvez regarder. Un autre truc, c'est que le document de vente a encore été mis à jour. N'hésitez pas à aller checker. J'ai diminué le prix de certains trucs parce que je pense que certaines personnes ne voulaient pas l'acheter à ce prix-là. Ce que je comprends tout à fait. Là, je pense qu'il y a des prix très attractifs. Quand je décide les prix pour ceux qui se demandent, bien souvent, je regarde s'il y a un truc équivalent au niveau spec. Et puis, j'enlève une partie du prix parce que techniquement, c'est d'occasion, même si certains trucs que je vends sont littéralement neufs. Franchement, ils sont neufs. À peine utilisés ou littéralement toujours dans leur boîte. Ils ont été sortis de leur boîte pour faire une vidéo et puis ils sont re-rentrés dans leur boîte juste après. Donc si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description vers le doc de vente. Il y a quelques trucs assez intéressants. Je vais en rajouter plus encore au fur et à mesure. Je ne mets pas tout de suite parce que je suis encore en train de trier des trucs et voir ce que j'ai encore besoin, ce que je n'ai pas encore besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Il y a par exemple une carte d'acquisition que j'ai rajoutée. Vous avez plusieurs ordinateurs portables. Il y avait un micro, mais il est déjà vendu. Et puis voilà, allez voir. La première news de la semaine, c'est juste une update par rapport à la semaine dernière. J'avais notamment demandé les commentaires de personnes qui s'y connaissent en électricité par rapport aux fameux nouveaux connecteurs 12 pins que vous avez, qui vont arriver sur toutes les alimentations qui supportent la norme ATX 3.0. Donc pour toutes les futures cartes graphiques, basiquement, vous aurez certainement ce connecteur 12 pins. C'est d'ailleurs pas un connecteur... Nvidia a fait un connecteur 12 pins, mais c'est pas le même déjà. Hein. Ça devait être un prototype en quelque sorte, et il n'est pas propriétaire Nvidia. Donc, c'est-à-dire que AMD et Intel pourraient l'utiliser. Hein, tenez-en compte. D'ailleurs, même la norme ATX 3.0, il me semble, est fait par Intel en partie. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est pas un truc spécial Nvidia. Je voulais déjà faire cette première précision. Ensuite, par rapport au connecteur 12 pins, on a eu plusieurs commentaires. Un qui m'a assez bien marqué, c'est celui de Gena 22G. Qui a justement été voir un petit peu les specs. Il y avait plusieurs trucs intéressants. Alors déjà, vous avez la pure physique. Donc apparemment, oui, quand un câble est plus épais, il peut évidemment transférer plus d'électricité sans trop chauffer et tout ça. Mais vous avez aussi la possibilité de séparer sur plusieurs petits câbles à la fois. Je savais que là, évidemment, on a 12 pins, donc on a plus de câbles pour répartir l'électricité que sur un 8 pins. Mais comme je me disais qu'ils étaient beaucoup plus petits, je me disais, est-ce que ça permet vraiment d'aller plus haut, en fait? Je me disais, est-ce que ça revient pas au même? Eh bien, la différence, surtout au niveau de ce connecteur, alors ça fait la différence d'avoir plusieurs connecteurs, quoi qu'il arrive. Mais ici, ce qui fait vraiment la différence, c'est que le connecteur, en tant que tel, est beaucoup plus strict au niveau de ses spécifications. Donc, notamment, les connecteurs 8 pins avaient tendance des fois à être... Il y avait du jeu dedans, ils se mettaient pas parfaitement non plus, et du coup, quand vous avez du jeu ou quand un connecteur n'est pas parfaitement vraiment en contact avec les connecteurs, vous avez des pertes et ça peut amener à de la chauffe, justement, ces pertes. Et bien souvent, apparemment, les plus gros problèmes, la plupart des problèmes qui arrivaient, c'était toujours au niveau du connecteur 8 pins. Jamais sur le câble, c'était toujours le connecteur. Donc les câbles ne posaient pas de problème, le connecteur posait problème. Donc ici, le 12 pins est designé pour régler ces problèmes. Il tient mieux. Il utilise des meilleurs matériaux, apparemment. Voilà. Et aussi, ils garantissent que, les connecteurs sont clean, parce que ça, c'est aussi un truc qui peut arriver, c'est que
si la surface du connecteur est un petit peu, genre il y a des traces d'usinage ou autre chose, ça peut réduire sa conductivité. Donc il y a pas mal de trucs comme ça qui permettent d'améliorer. Vous avez aussi le fait on en a parlé, sur ce connecteur 12 pins, vous avez 4 petits pins au-dessus et au-dessus qui permettent de communiquer avec l'alimentation. Donc ça, c'est en réalité une assez grosse aide, parce qu'avant, un connecteur 8 pins était juste un peu stupide en quelque sorte, parce que c'est connecté, je fournis l'électricité, voilà. La carte graphique peut prendre l'électricité, voilà. Maintenant, avec les pins de communication, la carte graphique peut communiquer avec l'alimentation pour voir s'il y a un problème, par exemple. Ou peut-être que l'alimentation peut dire hey, oula, la carte graphique, tu prends trop d'énergie, et envoyer quelque chose via le connecteur de communication et dire oh, consomme moins maintenant. Ça, c'est quelque chose d'assez important en réalité. Parce que jusqu'à maintenant, si vous connectez un connecteur 8 pins dans quelque chose qui va prendre autant qu'il veut d'électricité, l'alimentation va juste se mettre en sécurité et puis voilà. C'est ce qui va arriver. Donc là, avec la communication derrière, ça veut dire que oui, l'alimentation pourrait stopper ou en tout cas restreindre la quantité d'électricité qui passe par le câble avant que ça pose problème. Donc ça, c'est une assez grosse importance aussi. Donc, globalement, ce connecteur 12 pins est juste beaucoup mieux designé que le connecteur 8 pins. Donc, c'est pas forcément... en gros, les connecteurs 8 pins peuvent transférer beaucoup d'électricité en réalité. C'est juste qu'ils étaient mal designés au point même que ça posait des problèmes. Donc là, avec le connecteur 12 pins, même si techniquement, oui, vous avez plus de câbles pour répartir l'électricité sur plus de câbles, même s'ils sont plus petits et que vous devriez transférer à peu près la même quantité d'électricité quand on y pense, le fait qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient mieux conçus, qu'il y ait la communication entre l'alimentation et la carte graphique, en fait, ça améliore tout. Donc ça, c'est plutôt cool, franchement. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient, comme moi, apparemment c'est pour ça. Après, évidemment, là, je ne fais qu'un résumé des commentaires que j'ai lus. Évidemment, on en apprendra plus afin que ça sort. Si vous y connaissez dans le milieu, je vous invite à aller voir la documentation de la TX 3.0, parce que dans la documentation, il parle évidemment de ce connecteur 12 pins, plus 4 techniquement. Donc, yep. À savoir aussi qu'il y a 2 connecteurs dans le 12 pins qui sont réservés pour le Grand, donc la prise terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a seulement 10 des pins qui transfèrent d'électricité. Après, sur le 8 pins aussi, c'était 6 pins pour l'électricité, si je me souviens bien, et 2 pins grandes. Donc, c'est basiquement un peu la même chose quand on y pense. Bref, donc ça, c'était plutôt intéressant. Merci à ceux qui ont répondu. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu de la chaîne de Golden Reviewer. Il me semble que j'avais dit Golden Retriever dans une ancienne vidéo. C'est parce qu'il y a un Golden Retriever comme photo de profil. Je pense qu'il fait exprès de jouer sur le nom. Excellente chaîne. Franchement, je vous la conseille. C'est un gars qui teste tout ce qui est un petit peu chipset de smartphone, donc les processeurs, ainsi que le GPU et tout ça. Et du coup, notamment, une vidéo que j'aime beaucoup, c'est qu'il a testé le Dimensity 9000, ici dans cette vidéo-là. Il a aussi apparemment testé le Dimensity 8100, j'ai pas encore vu celle-là. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo du Dimensity 9000 parce que ce processeur est excellent. La raison pour laquelle peut-être il est aussi bon, c'est qu'il est gravé sur le processus de gravure de TSMC. Il faut savoir que le Snapdragon 8 Gen 1, qui est le processeur que vous avez à peu près dans n'importe quel smartphone haut de gamme de 2022, il est fabriqué par Samsung. Et Samsung a un petit peu du mal avec leur processus de gravure, honnêtement. Et le Exynos 2200, qui a eu aussi quelques problèmes, il est aussi gravé évidemment par Samsung. Donc j'ai vraiment l'impression que le problème des Snapdragon depuis le Snapdragon 888, c'est juste le processus de gravure de Samsung, franchement. Je suis convaincu maintenant. Et ce Dimensity 9000, elle en est la preuve. Il est meilleur que le Snapdragon ainsi que le Exynos, parce qu'il consomme moins pour la même performance même, ou même plus de performance des fois. Donc, yep. Le GPU est toujours un petit peu en retrait par rapport au Snapdragon et au Exynos. Mais comme il consomme moins, en réalité, ça lui permet de compenser. Donc, c'est un peu bizarre, mais tenez compte que le GPU dedans n'est pas le meilleur non plus, parce que Mediatek utilise des GPU Mali qui sont juste pré-designés. Ils ne redesignent pas le GPU. Ils utilisent un truc tout fait. Donc, c'est pas idéal. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux que ce soit Mediatek qui fasse un truc avec AMD. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été très intéressant. Dans tous les cas, Mediatek a repris du sacré poil de la bête. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui disent ils vont avoir du mal à revenir.
Je suis pas si sûr. Il y a plusieurs smartphones maintenant OnePlus qui ont eu des processeurs Mediatek et vous avez de plus en plus de marques qui commencent à en mettre aussi. Le jour où vous avez Samsung qui met un Mediatek dans leur téléphone ou une autre grosse marque comme ça, peut-être ça marquera le début de la fin de la dominance de Qualcomm, ce qui serait une bonne chose. Soyons honnêtes, ce serait une très bonne chose. Donc ouais, en attendant, je vous invite à aller voir Golden Reviewer. Je vous mettrai un lien dans la description vers la vidéo du Dimensity 9000. Comme ça, vous pouvez voir. Mais une chose est sûre, c'est du bon. C'est du très bon. Au point même que j'aimerais mettre ma main dessus pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a une news sur Boston Dynamics qui a encore fait un nouveau robot, forcément. Alors ça, c'est un robot qu'on avait déjà vu sous forme de prototype par le passé. C'était celui-là. Donc c'est un robot avec des ventouses qui permet de tout simplement prendre des caisses. Donc il va chercher des caisses, il les met à certains endroits. Donc pour charger pour un camion, charger pour un truc de tri ou autre chose, ça peut être très pratique. Ça remplace évidemment par contre des êtres humains, il faut le savoir, forcément. Du coup, ils l'ont sorti. Voilà le stretch qui s'appelle, parce qu'il stretch techniquement avec son bras. Et voilà à quoi il ressemble dans sa version finale, donc la version vraiment consommateur. Enfin, consommateur, entreprise, dirons-nous. Et comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus clean. On avait l'image de comparaison ici. Et ouais, là, ça fait prototype. Là, ça fait très classe. Donc, au final, le truc, c'est que la force de Boston Bottom, oui. Bikini Bottom, oui. La force de Bikini Bottom ici, c'est évidemment Bob l'éponge. Ça semble logique. Non, la force de Boston Dynamics, c'est pas forcément la robotique, parce que des bras comme ça motorisés qui font des choses intelligentes, il y en a déjà pas mal dans pas mal d'entreprises. Je vous invite à regarder par exemple sur la chaîne de Tesla, ils ont sorti une vidéo. Je la mettrai peut-être dans la description si j'y pense, mais ils ont sorti une vidéo où ils font un flyover de leur Gigafactory à Berlin. Et la quantité de robots qui font des trucs, c'est assez incroyable. Bref, ça, c'est pas forcément la force de Boston. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, depuis très longtemps même. La force ici, c'est ce robot peut aller à des endroits que d'autres robots devraient avoir aussi bien un chemin prédéfini, très clair. Parce qu'il y a des robots qui peuvent se déplacer dans des usines, qui transportent des choses, ça existe aussi, mais ils suivent des chemins prédéfinis. Et c'est autre chose qui prend la charge sur eux, c'est pas eux qui le déchargent. Ce robot-là, il peut aller à pas mal d'endroits sans avoir un chemin prédéfini, même si je pense que vous pouvez prédéfinir des chemins, et il va prendre intelligemment les objets aussi. Ça peut être une boîte d'une forme qui ne s'attend pas forcément, parce qu'il va détecter que c'est une boîte et il va la prendre avec ses ventouses. Donc ça, c'est ça la force de Boston Dynamics. Donc, pour ceux qui se demandent, yep, c'est une révolution. Au point même que ce robot est déjà sold out. Donc, ils ont vendu tous les exemplaires, ou en tout cas, ils ont vendu tout le stock qu'ils pourraient produire dans le futur proche. Ils ont montré des exemples, notamment avec DHL plus bas. Voilà, un robot DHL, aux couleurs de DHL, ce qui serait logique. Ça va être utilisé dans tout ce qui est centre de stockage, envoi de produits, tout ça, centre de logistique. Ça va être certainement très populaire. Ça ne remplacera pas tous les êtres humains là-bas, parce que imaginez une caisse qui... là, vous voyez, il y a des caisses emballées là-haut. Comment le robot ne peut pas ouvrir le plastique des caisses, donc il faut un être humain qui le fait. Certaines caisses sont un peu abîmées, donc la ventouse ne collera pas correctement. Donc là, il faut un être humain qui le prenne. Voilà, il y aura toujours certainement un être humain qui est pas loin, qui surveille. Tenez compte aussi qu'il y a quand même des trucs de sécurité au cas où quelqu'un passe à côté du robot, il s'arrête tout de suite, il fait plus rien. Donc ça évite évidemment un accident, parce que le gros problème d'un robot pareil, c'est qu'ils ont énormément de force, forcément. C'est des moteurs électriques, et ça pourrait vraiment faire beaucoup de dégâts à quelqu'un s'il passe à côté et que le robot d'un coup décide de « Ah, je vais juste me retourner ». Mais bon, tenez compte que oui, il me semble que c'est là-dedans qu'il y a tout le mécanisme de sécurité. Dès que ça détecte un être humain, ça stoppe. Donc, yep. Mais ouais, très intéressant, je trouve. Enfin, c'est intéressant, mais aussi en même temps, ça fait un peu peur, parce que ce robot va faire perdre des jobs à des gens, réellement. Et certains diront que c'est le futur, et je pense que c'est le futur. C'est un peu comme, quand vous vous rappelez avec l'agriculture, dans les années 1800, la plupart des gens, 90% des gens, bon, peut-être dans les 1800, ça commence à changer en réalité, mais beaucoup de gens travaillent dans l'agriculture. Maintenant, les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est juste quelques pourcents de la population. Et pourtant, on produit autant, on produit même plus de choses au niveau de l'agriculture. C'est juste que
ben, ces gens-là ont des meilleurs outils. Ils ont des tracteurs, ils ont des machines qui permettent de remplacer une équipe de 20 personnes ou 30 personnes. Ben, c'est un peu la même chose ici. Euh, Au final, les gens qui faisaient de l'agriculture à cette époque-là étaient inquiets, évidemment, quand ils ont vu les tracteurs et tout ça apparaître, mais ils ont juste fait d'autres travaux qui requéraient des êtres humains, en fait. Donc là, en toute logique, si les choses se passent bien, on ne sait pas si ce sera le cas, mais si les choses se passent bien, les êtres humains qui sont remplacés par ce robot peuvent faire un travail plus intéressant, qui requiert vraiment un être humain. Maintenant, est-ce que ce sera forcément le cas? Pas si sûr. Parce que le truc avec l'agriculture qui s'est fait remplacer, ou en tout cas la plupart des gens qui ont quitté l'agriculture parce qu'il y avait des tracteurs et tout ça, c'était toujours des gens qui actionnent le tracteur. Et les autres gens qui ont été remplacés devaient quand même aller faire des travaux importants. Dans le futur, si on peut remplacer la plupart des travaux via un robot, est-ce qu'il y aura vraiment du travail pour un être humain? Ça, c'est un débat. Vous avez 2 heures. Après 2 heures, vous devez poster votre commentaire. Débat de philosophie. Mais en réalité, non, c'est un sujet très intéressant. Tellement intéressant que ça vaudrait vraiment la peine d'en discuter avec plusieurs personnes qui s'y connaissent au niveau robotique. Parce que, ben, yep, ça va être un débat à mon avis, dans pas si longtemps que ça, même. Dans peut-être 5-10 ans. Attendez-vous à avoir des débats sur oh, les robots remplacent beaucoup de jobs. Qu'est-ce que vous allez. Genre, ça va être des débats peut-être à la prochaine présidentielle française, vu que c'est un petit peu l'actualité, ma foi. Ça pourrait être totalement un débat prochaine présidentielle. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera. J'espère que ça va permettre aux gens de faire des travaux plus intéressants. Peut-être plus de personnes qui travaillent dans le domaine médical, plus de personnes qui travaillent dans le développement pour programmer ce genre de robot. Peut-être plus de personnes qui travaillent dans, je sais pas moi, n'importe quoi, le tourisme même, ou des travaux qui requièrent vraiment une personne. Mais pas si sûr que ça. Encore une fois, on verra bien ce que le futur nous réserve. Ensuite, en parlant de voir ce que le futur nous réserve, ben là, il n'y a pas besoin d'attendre le futur parce que AMD a sorti leur 5700X, 5600 et 5500. Donc 3 nouveaux processeurs. Il y a aussi d'autres processeurs qui doivent encore arriver. Il y a des Ryzen 4000 quelque chose, mais ça, ce serait plus réservé pour le marché des PC préfabriqués, donc tenez-en compte. Et aussi pour ceux qui se demandent où est le 5800X, lui, il sort dans une dizaine de jours, donc pas tout de suite. Oui, je sais, c'est très bizarre. Ce lancement de CPU est juste très étrange. Déjà, regardez la quantité de reviews à la sortie. D'habitude, c'est un truc qui prend toute la hauteur de la page. Là, il n'y a rien. C'est pas grand-chose. Il y a plus de reviews qui sont sorties depuis, surtout au niveau YouTube, parce que là, il y en a très peu au niveau YouTube. Donc, tenez-en compte, vous pouvez en trouver. Mais ça a mis du temps. Et c'est très étrange. On dirait que ce lancement a été rushé, en fait. Ce qui est très étrange, parce que ces 3 processeurs auraient pu exister voilà plus d'1 an. Il n'y a aucune raison pour laquelle AMD n'aurait pas pu sortir ces processeurs voilà 1 an. La raison pour laquelle ils n'ont pas sorti voilà 1 an, c'est parce qu'ils ne sentaient aucune concurrence de la part de Intel. Donc, ils n'ont rien fait. Et maintenant que Intel a sorti des très bons processeurs niveau entrée de gamme et milieu de gamme, je vais faire mon guide d'achat de processeurs. Il va arriver très bientôt. Genre, certainement même la prochaine vidéo qui arrive sur cette chaîne après Texama Show. Vous allez le voir, i3 et i5, c'est juste un bien meilleur choix. Et du coup, ben là, AMD était en mode « Oh, mince !» Vite, on doit sortir quelque chose. Et là, ils ont sorti le 5500, le 5600 et le 5700X. En réalité, le marché qui était le moins couvert, c'était le marché où sort le 5500 et le 5600. Là, il n'y avait vraiment rien. Il y avait, par information, les derniers processeurs AMD qui étaient dans cette gamme de prix, c'était par exemple le 3600 d'AMD, mais c'est un vieux processeur, quoi, qui ne supporte pas forcément aussi les dernières fonctionnalités. Donc, il était temps. Il était vraiment temps. Donc là, nous avons le 5500, qui est un Seeker 12 thread, le 5600 Seeker 12 thread, et le 5700X qui est un Weaker 16 thread. Et selon les chiffres de performance, vous devez bien vous en douter, ils sont basés sur Zen 3, donc vous n'allez pas avoir un gain de performance par rapport à ce qu'on avait déjà vu par au passé. L'intérêt de ces processeurs, c'est qu'ils coûtent moins cher. Hein. Donc là, le 5600 notamment, c'est peut-être le plus intéressant en quelque sorte, entre guillemets, parce que il a le même niveau de performance franchement qu'un 5600X. C'est une répétition du 3600 et du 3600X. Genre le 3600X avait plus de fréquences de base, mais
comme le 3600 pouvait booster plus facilement et tout ça, au final, ça revenait au même. Et là, c'est exactement la même chose avec le 5600. Donc, ça ne m'étonne pas que AMD ne l'ait pas sorti plus tôt parce que littéralement, il aurait cannibalisé. Oh, c'est dur le français. Il aurait pris des ventes au 5600X. Le 5700X, c'est un peu la même chose que le 5800X, enfin, qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il rattrape très vite le 5800X, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il coûte moins cher. Donc ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Et puis, vous avez le 5500. Le 5500, c'est une autre histoire. Vous pourriez vous dire, oh, Seekers, 12 threads, bonne fréquence, ok, nickel, c'est un très bon processeur. Il y a juste un problème. Il a 19 MO de cache, comparé à 35 normalement dans un 5600. Donc oui, AMD a enlevé une partie du cache L3 sur ce processeur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ça c'est hyper important pour les jeux vidéo. Donc ce processeur, oui, est genre à son prix, il est plus puissant que les processeurs Intel au niveau puissance brute. Donc quand vous faites du rendu 3D, ce genre de choses, la vraiment puissance brute CPU, il sera plus puissant. Mais dès que vous lancez un jeu, non, prenez le Core i3, prenez le Core i5, bien meilleur. Genre, il n'y a même pas de débat ici. Donc je sais pas pourquoi AMD a décidé de se tirer une balle dans le pied comme ça. Après, je comprends aussi, parce que s'ils avaient mis autant de cache, le 5600 n'aurait aucune raison d'exister. Mais après, j'ai envie de dire, AMD, est-ce que vous avez vraiment la liberté de sortir un processeur qui n'arrive pas à concurrencer Intel? Parce qu'Intel est en train de reprendre des parts de marché ici. Et c'est juste stupide. Genre, vous, en essayant d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'argent, vous êtes littéralement en train de vous tirer une balle dans le pied et de donner un argument de vente à votre concurrent. Donc, très étrange. Franchement, très étrange. Il a quand même son intérêt, comme je dis, pour quelqu'un qui voudrait vraiment pure puissance brute. Mais à part ça, pour les jeux, non, pas trop. Maintenant, il y a un autre problème qui peut être un énorme problème, mais pas forcément un problème avec le 5500. Et c'est pour les jeux vidéo, encore une fois, donc deuxième mauvaise nouvelle, littéralement. C'est qu'il supporte que le PC Express 3.0. What? Pourquoi? Vous allez vous demander, je ne sais pas. Franchement, c'est stupide. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Parce que les Core i3 et les Core i5, encore une fois, supportent le PC Express jusqu'à 5.0, il me semble, en réalité, pour le même prix. Et le plus ridicule là-dedans, c'est que le processeur AMD de dernière génération, le moins cher qu'ils ont sorti, ne supporte pas le PC Express 4.0 qui est nécessaire pour la dernière carte graphique la moins chère sortie par AMD, qui est la RX 6500 XT, qui requiert le PC Express 4.0, ou sinon, vous avez des performances qui sont très mauvaises, parce qu'elle n'utilise que seulement 4 lignes PC Express. Genre, elle en utilise... Non, 4. Elle en utilise autant que votre SSD, sauf que du coup, si vous la mettez dans une carte mère avec un processeur qui supporte seulement le 3.0, le 5500, vous allez vous retrouver limité à 4 lignes de PC Express 3.0. Et là, c'est très mauvais. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas. C'est stupide à un point inimaginable. Voilà. Pour moi, AMD s'est tiré... Genre, AMD est arrivé un an trop tard. Ils se sont tirés une balle dans le pied pour je ne sais quelle raison. Moi, je vous dis, le 5500, pas beaucoup de cas d'utilisation où l'acheter. Le seul cas que je vois, c'est « Oh, j'ai besoin de beaucoup de puissance CPU, je m'en fiche des jeux. » C'est le seul cas. Le 5600, lui, par contre, couvre à peu près tout. Le 5700X aussi. Mais le 5500, c'est juste... C'est stupide. C'est franchement stupide. Donc ouais, vous en verrez plus dans mon guide d'achat. Je vous dirai vraiment quel processeur acheter. Aussi, pour mon nouveau guide d'achat, du coup, au niveau processeur, je vais inclure aussi les cartes mères en même temps. Donc d'habitude, je faisais un guide d'achat processeur, guide d'achat carte mère. Là, je vais directement dire, oh, si vous prenez un 5600 par exemple, prenez telle carte mère. Ou prenez tel choix de carte mère, je vous en donne plusieurs. Comme ça, ou je vous dis celle à éviter en tout cas. Et comme ça, vous pouvez vraiment... Parce que c'est logique, quand vous achetez un processeur, vous allez acheter une carte mère en même temps. Donc, c'est beaucoup plus logique d'inclure en même temps dans la même vidéo. Ça veut dire qu'elle devrait être un petit peu plus longue, mais je vais essayer de la rendre courte. J'espère. Je croise les doigts. Bref, dans tous les cas, c'est tout au niveau de cette news. Ensuite, on a une petite news rapide sur le fait que AMD a décalé la sortie des nouvelles RX. Enfin,
nouvelles RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT. Ça devient compliqué à prononcer tout ça. Et elles sortiront du coup le 10 mai maintenant. Au lieu du... Normalement, ça aurait dû être fin avril. Le 20 avril, ça aurait dû être en même temps que le 5800 XT, pour ceux qui se demandent. Donc, étonnant. Je comprends pas trop la raison pour un tel délai parce que, genre, il n'y a pas d'énorme différence entre ces cartes graphiques et celles qu'elles remplacent. Elles n'ont même pas forcément beaucoup plus de RAM vidéo ou autre chose, donc je comprends pas la raison. Après, AMD, avec certaines cartes en tout cas, surtout les 6800 XT notamment, ont eu du mal à les produire. La 6700 XT, genre, vous en trouvez en stock. Genre, il y en a beaucoup en stock, aucun problème. Les 6600 XT et 6600 aussi, vous en trouvez pas mal en stock. Mais au-dessus de ça, ça commence à être compliqué au niveau stock. Il y en a, mais c'est plus compliqué. Donc je me serais dit que oui, peut-être qu'ils ont du coup ralenti la sortie à cause de la 6900 XT, qui a des problèmes, ils n'arrivent pas à en avoir assez. Peut-être. Je ne sais pas trop, honnêtement. Une chose est sûre, sortiront le 10 mai. Et normalement, je devrais en avoir pour un test. Donc, ça devrait être intéressant. D'ailleurs, ça, c'est les 3 modèles références, comme vous pouvez voir, avec une finition noire qui est extrêmement classe. Et du coup, on peut voir la 6650, la 6750. C'est compliqué les noms. 6750 et la 6950 ici. C'est littéralement petit, moyen, très gros. Parce que celle-là, en plus, elle fait 3 slots, il me semble. Donc, yep, c'est plutôt massif. Et ensuite, on a une news. Si vous avez une carte graphique, justement, une bonne carte graphique, vous avez Epic Games qui a annoncé la sortie de Unreal Engine 5, ainsi qu'une démo qui va avec pour ceux qui voudraient tester, qui s'appelle Matrix Awaken. City Sample. Oui, c'est un nom très démo. Ça fait très démo comme nom. Bref. Je sais qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément fans d'Epic Games, notamment à cause de Fortnite ou des pratiques commerciales très discutables, on peut le dire, sur l'Epic Store, donc notamment les exclusivités, ce genre de choses. Mais bref, moi personnellement, je trouve que le Unreal Engine est certainement l'un des meilleurs moteurs graphiques qu'on a sur PC à l'heure actuelle et qui marche aussi sur console. Et du coup, j'étais curieux, enfin, j'étais impatient de voir la version 5.0. Il y a pas mal de jeux qui profitent vraiment de l'Unreal Engine, notamment 4.0. Vous avez un de mes jeux préférés, c'est Satisfactory. Vous avez aussi Minecraft Dungeon, notamment. Vous avez aussi Fortnite. Bon, ça, on s'en fiche. Et d'autres jeux dans le genre. Donc, j'aime vraiment bien l'Unreal Engine. Il est très beau comme moteur graphique. Il tourne plutôt bien. Et il permet d'aller même à un niveau de graphique hyper élevé. Du coup, dans Unreal Engine 5, nous avons plusieurs fonctionnalités qu'on avait déjà parlé par le passé, notamment Lumen, qui est un système de Global Illumination qui permet de basiquement faire la même chose que le ray tracing sans utiliser le ray tracing. Donc ça, c'était génial parce que déjà, ça tourne bien, même sur des cartes graphiques qui n'ont pas de RT Core. Bonne nouvelle pour ceux qui ont encore des bonnes vieilles GTX 1080, par exemple. Et en plus, si vous avez une carte graphique très puissante de dernière génération, ça tourne encore mieux. Donc, et aussi, ça tourne aussi bien sur AMD que Nvidia. Donc là, ils avaient déjà montré une démo par le passé, si vous vous souvenez. Et yep, c'est franchement, c'est magnifique au niveau qualité de rendu. Et vous avez aussi Nanit, qui est une autre fonctionnalité qui permettait de, en gros, dynamiquement rajouter du... Alors, je sais pas comment on dit, je suis pas un expert en graphique, mais voyez là, il y a beaucoup de détails dans tous ces rochers, et c'est grâce à Nanit, en fait. Vous mettez un objet, et en fait, ça rajoute automatiquement de la complexité à cet objet-là. Et ouais, c'est très impressionnant. Je vous invite à, si vous y connaissez en rendu, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il y a dans Unreal Engine 5. Je pense que vous êtes très content. Dans tous les cas, vous avez du coup déjà aussi quelques jeux qui ont été annoncés. Alors il y a Tomb Raider 5 qui a été annoncé, qui utilisera Unreal Engine 5. C'est logique, ma foi. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi le prochain Witcher qui a déjà été annoncé et ils ont dit qu'ils utiliseraient Unreal Engine dessus. Donc ce serait fort probable qu'ils utilisent Unreal Engine 5 avec. Vu qu'il vient à peine d'être annoncé, il va falloir plusieurs années avant qu'il sorte, donc ce serait tout à fait logique. Et donc, yep. Déjà 2 jeux d'assez haut profil qui vont tourner dessus. Et normalement, si tout va bien, certains jeux Unreal Engine 4, notamment Fortnite, qui a déjà une démo en Unreal Engine 5 apparemment, vont être aussi normalement, au fil du temps, update. Après, pas tous. Ne tenez pas compte qu'ils vont forcément tous être update parce que c'est beaucoup de travail.
C'est pas c'est juste faire une mise à jour. Non, il faut recoder pas mal de parties de certains jeux pour correctement mettre à jour. Tenez-en en compte. Il y a déjà beaucoup de travail des fois quand vous passez par exemple de la version 4.1 à la version 4.2 d'Unreal Engine ou 4.27 à... Bon là c'est la dernière version, mais version 4.25 à la version 4.26. Donc tenez-en compte. C'est pas juste genre, je mets à jour, hop, ça marche. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, yep. Moi, j'aimerais bien que Satisfactory supporte la 5.0, mais je m'y attends pas trop, parce qu'ils ont déjà du mal à sortir le jeu, donc... Yep, on verra bien. Dans tous les cas, hâte de voir des jeux qui tournent sur Unreal Engine 5, et hâte de voir aussi si vraiment on peut se passer, grâce à notamment Lumen qu'on a vu, on peut se passer du ray tracing pour avoir basiquement du ray tracing. Ensuite, on a une news encore une fois au niveau CPU, avec Noctua qui a indiqué que tout leur refroidissement seulement 1, donc tout leur refroidissement supporterait le nouveau socket AM5 d'AMD sans aucun genre matériel en plus. Donc ça veut dire que vous utilisez juste le kit de montage AM4 et ça marche. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a déjà eu le cas récemment avec Intel qui a changé de socket vers le LGA 1700 et c'était compliqué là. Certaines cartes mères supportaient les anciens trous de montage et d'autres cartes mères non, pas du tout. Et du coup, vous deviez avoir un kit de mise à jour, un kit spécialement fait pour ce nouveau socket, ce qui était assez embêtant. Certaines marques les fournissent gratuitement, donc ça c'est cool, mais d'autres marques ne le faisaient pas, donc yep, très embêtant. Ici, vous n'avez pas le problème, visiblement, parce que ça veut dire que si c'est le cas pour Noctua, c'est le cas pour d'autres marques, forcément. Donc ça veut dire que AMD a essayé de designer ce nouveau socket AM5 pour qu'il soit, en tout cas, au niveau refroidissement, compatible avec tout ce qui était fait pour la M4. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Celui qui n'est pas compatible, par contre, pour ceux qui se demandent, c'est c'est le NH-L9A AM4. Donc c'est un refroidissement low profile. Donc ça pourrait surtout affecter des gens qui l'utilisent dans des configs mini-ETX, mais très spécifique. Donc je suppose que c'est comme il est très bas, très proche du socket, il doit avoir un problème avec le mécanisme de rétention du CPU, parce que je vous rappelle qu'avec la M5, AMD va passer un socket LGA, donc c'est-à-dire que les pins sont sur la carte mère et pas sur le CPU. Donc vous avez un peu plus de matériel, on peut le dire. Hein. Le socket AM4, il n'y a rien. Franchement, c'est juste, il y a un petit levier, c'est tout. Ici, là, vous allez avoir beaucoup plus de choses. Donc c'est certainement ça qui doit poser problème avec ce refroidissement. Mais à part ça, yep, les autres sont compatibles. Donc très bonne nouvelle. Après, il y a une différence, il faut quand même en noter. Il y a une différence entre compatible et genre fait pour. Certainement, il faudra les refroidissements faits pour la M5 pour avoir les meilleures performances. Si vous utilisez un refroidissement fait pour la M4, peut-être que ça marchera correctement, mais vous n'aurez pas les meilleures performances. Donc tenez-en compte. Et c'est le cas aussi avec Noctua. Ils ont sorti des kits LGA 1700 pour mettre à jour vers le LGA 1700. Mais après, ils ont sorti aussi un refroidissement fait pour le LGA 1700. Et des fois, ça fait de la différence. Donc, yep. Mais quoi qu'il arrive, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous pouvez réutiliser votre refroidissement de water cooling, vous pouvez utiliser votre refroidissement d'air cooling sans aucun problème en mettant à jour. Et c'est pas si tiré par les cheveux. Hein. Quand vous avez un très bon refroidissement, pourquoi s'amuser à le changer? Genre, autant l'utiliser. Donc, yep. Et enfin, dernière news de la semaine, c'est un texte à machin un peu light. Nous avons Elon Musk, et ça c'est une assez grosse news en réalité, qui a racheté littéralement un peu plus de 9% des parts des actions de Twitter. Alors vous allez me dire, ouah, 9%, bon, c'est pas majoritaire, enfin qu'est-ce qu'il va faire avec ça? En réalité, c'est plus d'actions que n'importe quelle personne n'a dans Twitter à l'heure actuelle, individuellement. Hein. Donc c'est-à-dire que la personne en dessous de lui en a 8%, l'autre après en a 7%. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut maintenant de Twitter, rassurez-vous, mais ça veut quand même dire qu'il a un certain poids maintenant dans Twitter. Donc il peut un peu influencer justement, en tout cas la valeur de l'entreprise et même un petit peu la direction. Et notamment ici avec le fait qu'il va être apparemment intégré au board de directeurs. Donc quand vous avez des actions d'une entreprise publique comme ça, même si vous avez 10%, il n'y a aucune garantie que vous allez être intégré au truc de direction de l'entreprise. Vous pouvez le demander, surtout si vous avez beaucoup d'actions. Il me semble qu'il y a des prérequis et tout ça au niveau de la loi. Je ne sais pas trop, mais vous pouvez le demander.
mais c'est pas forcément garanti quand vous avez même plusieurs pourcents de l'entreprise. Mais ici, il va être intégré du coup au board of directors. Donc, c'est un organisme, c'est juste les actionnaires qui se rassemblent et qui décident des trucs sur l'entreprise. C'est assez significatif parce que vous devez vous dire, oh, ben, celui qui dirige Twitter, c'est le CEO de Twitter. Mais en réalité, non. Les gens qui dirigent Twitter, c'est le board of directors des actionnaires. C'est eux qui possèdent réellement l'entreprise et c'est eux qui vont dire au CEO, hey, bah, tu fais du mauvais travail, t'es viré. Oh, tu fais un bon travail, tu as une augmentation. Oh, va dans cette direction-là. Ils peuvent, évidemment, ils laissent quand même le CEO faire son travail, mais s'ils veulent que quelque chose soit changé, ils le demandent et ce sera fait. Et là, il va t'intégrer à ça. Et apparemment, il y a plusieurs changements qu'il voudrait déjà. Il a posté des tweets où il demandait aux gens, notamment des trucs, il a dit que ce serait important pour l'avenir de Twitter. Et notamment, un truc qu'il a demandé aux gens, je pense qu'il y en a qui devraient être plutôt contents, c'est l'ajout d'un bouton éditer. Yes. Donc, vous avez fait un tweet, vous avez fait une erreur dans votre tweet, vous êtes en mode, oh mince. Au lieu de le supprimer, vous pouvez l'éditer. Alors, personnellement, je ne suis pas forcément pour le fait d'éditer un tweet qui est plus vieux d'un certain temps, peut-être, disons, 24 heures, et même moins de 24 heures, je dirais. C'est le problème à faire ça, ça a déjà été fait par le passé. Vous pouvez poster quelque chose, et puis vous éditez ce que vous avez dit, et du coup, en quelque sorte, la preuve disparaît en quelque sorte, et vous pouvez changer totalement ce que vous avez dit. Du coup, les gens, genre, si vous dites quelque chose d'offusquant, et que les gens sont en mode, vous répondent en mode, wow, what the fuck, qu'est-ce que tu dis là? Et puis vous rechangez vers un message tout à fait raisonnable, les gens vont se dire, oh, vous avez vu, il a dit un truc raisonnable, et les gens se sont offusqués. Ça pourrait être totalement utilisé comme ça. Donc, moi, je dirais une limite dans le temps, et surtout, un bouton d'historique. Je peux cliquer sur un bouton quelque part pour dire, où il y a un truc qui dit ce tweet a été édité, voir les anciennes versions de ce tweet. Et du coup, ça permet de voir ce qu'il a dit avant. Mais une chose est sûre, par contre, ce serait très utile pour, par exemple, corriger des tweets populaires qui contiennent des mauvaises informations. Par exemple, quelqu'un tweet quelque chose, ça explose ce tweet, et en fait, il y a une erreur dans le tweet. Et des fois, la personne va reposter un tweet juste en dessous en disant « Oh, je me suis trompé, en fait, c'était ça. » Mais le truc, c'est que la plupart des gens vont juste voir le premier tweet. Ils vont pas voir celui d'en dessous. Donc là, s'il peut éditer le tweet et dire « Hey, j'avais dit ça à la base, mais en fait, non. » Mais au moins, les gens verront directement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, en réalité, selon moi. Maintenant, évidemment, il faut garder des preuves des anciennes versions et il faut qu'il y ait une limite dans le temps. Il ne faut pas que je puisse éditer un tweet vieux de 3 ans. Ça, c'est pas logique. Parce que si j'édite plein de vieux tweets pour peut-être retirer des conneries que j'ai dit dans le passé. J'en ai pas dit dans le passé. Enfin, j'en ai dit, mais pas des conneries qui ont des conséquences, je tiens à le préciser. Ça a déjà été plein de fois le cas. Vous avez plein d'acteurs, de personnes connues qui ont tweeté des trucs racistes, par exemple, dans le passé. Et oui, s'ils pouvaient éditer leurs tweets, je pense qu'ils seraient plutôt contents. Évidemment, ils peuvent les supprimer. Il y en a déjà plein qui l'ont fait. Genre, quand il y a eu beaucoup de polémiques, vous voyez des gens, des fois, qui suppriment 20 000 tweets, des fois même des milliers de tweets en un seul jour, et les gens sont en mode comme c'était étrange. Donc là, oui, il faut pas qu'on puisse éditer des tweets aussi vieux. Mais bon, il y aura d'autres certainement. Il parlait aussi de la liberté, par contre, d'expression sur Twitter, et c'est un assez grand débat. Notamment, par exemple, vous avez le cas que Donald Trump a été banni de Twitter. Donc lui, visiblement, alors il n'a pas forcément parlé de l'exemple Elon Musk n'a pas parlé forcément de l'exemple de Trump, mais il a dit qu'il voudrait que Twitter reste libre au niveau de la liberté d'expression, et je suis d'accord qu'on devrait garder la liberté d'expression. C'est juste qu'il y a des cas, par contre, qui posent problème. C'est si je poste un tweet qui met en danger des personnes, ce n'est plus de la liberté d'expression. Je mets littéralement en danger des personnes. Donc oui, j'ai le droit de m'exprimer, mais je n'ai pas le droit de mettre en danger des personnes. Donc là, un tweet devrait quand même être supprimé. Et le cas avec Trump, notamment, c'est que beaucoup de ces tweets, c'est juste de la liberté d'expression. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais voilà, chacun son avis. Mais il y a certains de ces tweets, et c'est ceux-là qui l'ont fait bannir de Twitter, c'était des tweets qui posaient réellement problème, qui ont mis des personnes en danger. Donc c'est ça qui l'a fait bannir. Donc là, c'est particulier, vous voyez. Évidemment, vous pourriez dire, oh ben, s'il poste un tweet qui pose problème, supprimez ce tweet-là, et puis c'est bon. Mais c'est ce qu'a fait Twitter pendant des années avec Trump. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les tweets font quand même des dégâts. Les tweets existent pendant un certain temps, ils font des dégâts. Donc si quelqu'un, de manière répétée,
poste des tweets dangereux pour des gens, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a été banni. Et ça a mis énormément d'années pour que ça arrive. Donc, pour la liberté d'expression, mais je ne suis pas pour la liberté de littéralement mettre en danger des personnes. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez des personnes, notamment, des exemples. Vous avez des personnes qui postent des informations personnelles sur Twitter, qui mettent en danger des personnes, du coup, leur numéro, leur adresse. Forcément, vous devez bien vous douter qu'il y a quelqu'un de dérangé qui va utiliser ces informations pour faire quelque chose. Oui, il pourrait les trouver peut-être d'une autre manière, mais le fait qu'il rende cette information encore plus accessible, c'est ça le problème. Vous avez aussi des personnes qui avaient, par exemple, des fois appelé à la haine, poster un tweet et dire « Oh, ce mec-là, je l'aime pas. Allez lui dire ça. » Ça, c'est aussi un problème. C'est un crime, littéralement. Incitation à la haine, c'est un crime. Donc, Le truc, c'est que, selon moi, Twitter a eu quelques polémiques, mais Twitter a été plutôt gentil avec certaines personnes qui, des fois, ont posté des tweets très borderline et surtout des tweets, des fois, qui étaient dangereux pour certaines personnes. Donc, je suis un peu étonné, en partie, qu'ils disent de donner plus de liberté d'expression sur Twitter, parce que encore une fois, je suis en mode... Est-ce qu'il y a déjà pas mal de liberté d'expression sur Twitter? Il y en a peut-être même des fois trop pour certaines personnes. Mais bref, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, ça va faire des changements sur Twitter. Donc, on verra bien. Personnellement, j'utilise encore Twitter, mais il y a beaucoup de trucs vraiment horribles sur Twitter. Et je parle de tous les côtés. Moi, je suis pas en mode, oh, il y a plein de racistes, j'aime pas Twitter. Il y a aussi plein de gens qui sont des fois, qui s'offusquent pour le moindre truc. Il y a des groupes Twitter de gens qui s'offusquent à chaque fois qu'un jeu sort parce qu'il n'y a pas X ou Y ou il n'y a pas tel truc. Je suis en mode, mais relax. Genre, pourquoi vous êtes obligé de juste voir, littéralement, de critiquer le moindre truc que vous voyez? Genre, Twitter, des fois, c'est toxique, franchement. Donc, j'utilise encore Twitter, mais pas spécialement énormément. Je préfère scroller Instagram, même si ça appartient à Metax, je déteste ça, mais au moins les images m'offusquent pas. C'est juste, surtout que moi je suis pas des stars qui postent de la bouffe ou autre chose. Juste moi je suis des gens qui postent des trucs de hardware, donc je suis en mode, oh, une carte graphique, oh, un PC, nice. Et ça me rend heureux. Donc c'est le seul réseau social que j'utilise vraiment beaucoup, à part YouTube. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité-là? Restez civil, merci, dans les commentaires. Ne commencez pas à débattre sur la liberté d'expression sur Twitter, par contre, parce que là, ça va... Je pense qu'on va partir très vite dans des mauvaises directions. Là, je parle plutôt de qu'est-ce que vous pensez qu'Elon Musk prenne cette position? Que pensez-vous du fait de pouvoir modifier les tweets? Et que pensez-vous qu'il peut apporter à Twitter? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes intéressé en tout cas. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.